Ilona Youssoufa, votre invité ce matin est jeune et agriculteur. C'est tout à fait ça, Kamar. Déjà, bonjour Kamar et bonjour à tous. Alors, je reçois Anouar Soumaïla Moueva, le président du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte. Bonjour et merci d'être en direct avec nous ce matin. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, les jours sont comptés. Dimanche, il y a le second tour des élections législatives. Les agriculteurs veulent aussi peser dans ces élections, mais de quelle manière ? Déjà, je me permets de saluer l'ensemble de nos auditeurs et surtout les agriculteurs. Lors des différents votes, notamment là on est au législatif, c'est un moment crucial pour nous les agriculteurs de nous faire entendre. Parce que malheureusement, toute l'année, c'est un peu difficile d'avoir, on va dire, la parole. Donc là, on se permet vraiment de pouvoir les interpeller. Nous, ce qui déjà rappelé que le rôle d'un député, d'un député, c'est de contrôler l'action du gouvernement, contribuer à faire des amendements et aussi proposer des lois. Dans ce sens-là, là, on est à un moment crucial par rapport à la loi Mayotte. Donc, on a déjà interpellé, travaillé avec eux, mais là, on rappelle encore une fois de plus qu'on a besoin de soutien de ces parlementaires qui nous permettront de faire changer certaines choses ici à Mayotte, notamment au niveau de la loi de Mayotte. Et est-ce que le vote des agriculteurs ici à Mayotte, il se distingue de celui des autres électeurs ? Alors déjà, savoir que historiquement, Mayotte, c'est une île agricole. L'agriculture, c'était le premier poumon économique de l'île il y a encore une quarantaine d'années. C'est pas très loin de ça. Donc, c'est pour dire que l'agriculture est censée peser dans le territoire. Malheureusement, aujourd'hui, on est relégué un peu au second plan parce que on est très peu d'agriculteurs actifs. On compte à peu près 1400 agriculteurs. Et ça pourrait peser dans les votes, mais c'est pas perçu comme ça par nos candidats, en fait. Je dis ça parce que si c'était le cas, il y aurait un engouement un peu plus important dans le milieu agricole. Or, si c'est pas nous qui allons les interpeller, ils viennent pas forcément nous voir parce que je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que l'agriculture n'est pas vraiment au centre de leur intérêt, notamment en termes de voix. Et justement, à l'approche, durant cette campagne, est-ce que vous trouvez que cette thématique, elle a été assez abordée par les candidats ? Est-ce que vous avez été approché par les candidats ? Alors nous, on les a approchés, donc on voulait les interpeller au premier tour, mais on n'était pas assez mobilisés, donc, enfin, je dirais pas mobilisés, mais personnellement, moi, j'étais malade, j'ai chopé le Covid pendant cette période-là, et puis on n'a pas eu le temps de voir tout le monde. Donc, pour la parité, on souhaitait, c'est soit on voit tout le monde, soit on voit personne. Donc, comme on savait qu'on n'allait pas pouvoir voir les 14 candidats, on a préféré le faire au second tour. Donc là, on a déjà rencontré le député Kamardine hier. Aujourd'hui, on est censé rencontrer Madame Bamana. Donc avec des simples questions, qu'est-ce que eux ils peuvent faire pour nous pour avoir une agriculture, une alimentation souveraine. Autour de ça, il y a plusieurs sujets qu'on peut évoquer, qu'on a évoqué avec eux aussi. Mais la question centrale, c'était ça, de voir déjà est-ce que l'approche agricole, ils l'ont intégrée dans leur projet et qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer en dehors de ce que nous, on propose tout le long de l'année. Et justement, qu'est-ce qui a été mis, par exemple, sur la table, surtout vos attentes par rapport aux deux candidats et surtout, qu'est-ce que vous leur avez demandé ? Donc, merci pour la question. Donc, nous, comme je vous dis, les sujets sont très nombreux, mais... si vous devez citer, par exemple, deux priorités. Deux priorités. Donc, la première des priorités, c'est le foncier. Donc, quand je parle de foncier, je parle aussi des cédants. Donc, d'une départ à la retraite pour les anciens. Savoir qu'on est sur 1400 agriculteurs, 52% ont plus de 60 ans aujourd'hui. Donc, il est crucial de trouver des réponses satisfaisantes à ces personnes-là. Donc, je parle d'une retraite. Il faut savoir que la MSA, on cotise que depuis 2015 qu'elle est mise en place. Aujourd'hui, une retraite d'un agriculteur se situe aux alentours entre 100 et 150 euros. Si un agriculteur devait partir à la retraite aujourd'hui, par rapport aux cotisations de MSA depuis 2015. Et là, il y a quelque chose vraiment d'injuste parce que nos pères, nos grands-pères, nos mères et nos grands-mères aussi, ont travaillé, ceux qui étaient agriculteurs depuis les années 60-70. Aujourd'hui, c'est indigne qu'on puisse leur dire que vous n'aurez pas une retraite digne
parce que vous n'avez pas cotisé avant. Donc nous, ce qu'on a demandé tout simplement à ce niveau-là, le travail qu'on fait avec les parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, c'est déjà faire en sorte qu'au niveau de cette convergence sociale, au niveau de la loi Mayotte, puisse passer, qu'on puisse se battre et obtenir que l'ASPA soit au même niveau que celui des métropolitains, à peu près 900 € pour une personne et 1600 € si c'est un couple. Rajouter à ça la maigre retraite qu'on a ici par rapport à la MSA, une personne pourrait arriver dans les 1100 €. Donc ça permettrait que les anciens libèrent le foncier, parce qu'aujourd'hui ils gardent le foncier pour justement avoir cette aide qu'on appelle la PAC. Une fois par an, ils gagnent l'argent en fonction du terrain qu'ils exploitent. Et donc si les agriculteurs ont cette aide-là, ils céderont le foncier, donc il y aura plus d'installations. Le deuxième point, qui est très crucial aussi, c'est de travailler sur la mise en place d'une SAFER de plein exercice. Aujourd'hui, suite au rapport sénatorial du sénateur Tanu, que je salue, il a mis en place des recommandations pour mettre la CDFAM, les femmes qui jouent le rôle de la SAFER aujourd'hui. Aujourd'hui, ça c'était une mesure, provisoire. Il est temps aujourd'hui de passer à une SAFER de plein exercice, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas cautionner que les femmes qui est là pour faire de l'aménagement du territoire, donc il fait son travail, hein, mais on a un problème, nous les agriculteurs, lorsque les femmes qui est censée donner du foncier aux agriculteurs, c'est la même femme qui va exproprier des jeunes agriculteurs qui ont un titre, un bail en bonne et due forme pour s'installer. Donc ça, pour nous, on peut pas cautionner ça. Donc nous, ce qu'on demande au niveau de nos sénateurs et de différents parlementaires, c'est qu'on puisse mener ce dossier à terme pour qu'on puisse mettre en place une SAFER de plein exercice. Le deuxième sujet, là, ça fait le troisième, du coup. Ah. Allez-y, je vous en prie, posez vos questions. Alors, c'est par rapport au temps, surtout. Alors, les résultats du scrutin, est-ce que, selon vous, pourront donner un coup d'arrêt à certaines promesses qui avaient été faites par l'exécutif en cas de basculement à l'hémicycle? J'ai un peu épluché les propositions des partis sur, par exemple, l'instauration des prix planchers pour la rémunération des agriculteurs. Le Rassemblement national y est favorable, mais le parti présidentiel préfère, le Rassemblement national préfère parler de prix garantis. De son côté, le camp présidentiel et les Républicains veulent renforcer la loi Egalim pour mieux encadrer donc les négociations avec les commerciales. Vous, quel est votre positionnement là-dessus? Nous, déjà savoir que les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat apolitique. On travaille avec tous les bords politiques. On n'est pas là pour inciter à aller chez l'un ou chez l'autre. L'intérêt pour nous, c'est qu'on puisse atteindre une certaine autonomie alimentaire, qu'on puisse travailler en fait. Aujourd'hui, chacun des partis fait ses propositions. Avec le gouvernement Macron, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille. Les propositions, ils sont plus ou moins écoutés. Mais j'aimerais revenir sur la fixation des prix planchers, c'est-à-dire d'un tarif minimum d'achat déterminant en fonction des coûts de production, donc pour protéger le revenu des agriculteurs. Est-ce qu'il y aurait une utilité, selon vous, quand on sait que les coûts peuvent varier d'une exploitation à une autre? Alors, la loi Egalim, déjà, là, on est sur l'Egalim 2. Cette loi-là, elle a été votée, elle est mise en place, mais c'est pas forcément pratiqué dans les étalages. C'est-à-dire dans les magasins, beaucoup de commerçants, des grands groupes, ne jouent pas le jeu. Au niveau national, le syndicat des jeunes agriculteurs avec la FNSEA, ils combattent ces pratiques déloyales. Donc, est-ce que le Rassemblement national fera mieux? Je sais pas. En tout cas, nous, aujourd'hui, on sait que la loi Egalim, elle a été mise en place sur la demande des agriculteurs, comme je vous le disais, avec le soutien de tous les parlementaires, que ce soit ici ou ailleurs. Après, pour l'application, c'est autre chose. Est-ce qu'elle est bonne, cette loi? Moi, je dirais plutôt oui. Mais est-ce qu'elle est appliquée? Là, il y a des gros problèmes, en fait. Moi, je pense qu'il faudrait rester sur ça, mais aller sur plus de contrôle pour qu'elle soit appliquée. Voilà. Et sur les prix planchers? Sur les prix planchers, en fonction de la production, on n'est jamais sur les mêmes coûts de production.
Et après, il y a aussi les produits qui rentrent de l'extérieur, donc les produits importés. Tout ça, en fait, c'est assez technique. Mais pour vous dire, faire des prix planchers, pour moi, ça reste peut-être des promesses politiques, en fait. C'est des choses assez difficiles à appliquer sur le terrain. On va parler des pesticides maintenant. Sur cette question, les avis sont très tranchés. Le nouveau Front populaire lui veut rétablir le plan éco-phyto, assoupli par le gouvernement. Il souhaite réduire de moitié les pesticides, aussi interdire le glyphosate à condition d'aider les agriculteurs. En revanche, le Rassemblement national ne veut plus de barrières afin de ne plus embêter les agriculteurs, on va dire ça comme ça. Il reviendrait sur l'interdiction de certains pesticides. Vous, sur cette question de pesticides, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Si les pesticides sont nocifs pour la santé, il faudrait les interdire. Maintenant, l'histoire de ces pesticides-là, c'est après l'après-guerre, il fallait nourrir la population, je parle de l'Europe de façon générale, et donc il fallait des moyens pour produire beaucoup. Aujourd'hui, est-ce qu'on en produit trop ? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais en tous les cas, avoir une alimentation saine, c'est primordial. Donc, si ces pesticides, le glyphosate et autres, ça a été prouvé qu'ils sont nocifs pour la santé, les réduire, on est d'accord avec ça, mais on ne peut pas les stopper d'un seul coup. Parce qu'en fait, on a été dépendant de ces produits pendant des décennies, plus de 50 ans, et du jour au lendemain, on ne peut pas tout simplement interdire parce qu'on a pris une conscience. OK pour l'interdiction, mais pour la réduction, petit à petit, pour trouver des solutions alternatives, parce que vous imaginez, pour nourrir 70 millions de Français, on ne peut pas du jour au lendemain stopper totalement l'utilisation des pesticides. Donc nous, on est pour une alimentation saine. Il faut savoir qu'en France, c'est l'alimentation la plus saine d'Europe, presque du monde, j'ai envie de dire, avec la réduction des pesticides qui ne sont pas utilisés à tout va, ils sont très bien contrôlés. Et au final, on sait que vous étiez là, il y a peut-être, c'était le 4 juin, donc c'était il y a un mois pile poil. Vous nous parliez donc vous nous partagez le sentiment en fait d'une grande partie des agriculteurs, c'est-à-dire d'être oubliés et délaissés des politiques et des autorités. Est-ce que la politique, elle est essentielle ou elle est la cause de tous les problèmes ? La politique, elle est essentielle lorsqu'elle est bien utilisée. Moi, en tant que personne et en tant qu'agriculteur, j'ai l'impression, c'est un fort sentiment que je ressens, que beaucoup des politiciens ne sont là que pour leur intérêt. Je pèse mes mots quand je dis ça. On en a très peu qui œuvrent réellement pour le développement du territoire. Et j'ai le regret d'avoir cette sensation que l'agriculture est un peu oubliée. Quand dans les années 60-70, quasiment tous les Mahorais vivaient grâce à l'agriculture, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que le monde a évolué, mais c'est une faute de nos politiques de reléguer l'agriculture au second plan. Il faudrait que l'agriculture soit au centre de la politique départementale. Et quand je dis ça, je le redis la même chose que j'ai dit la dernière fois, ça passerait par un signal fort de me faire mentir. Le signal fort, ça serait de nommer un référent exclusivement dédié à l'agriculture. Je sais très bien qu'on a les services de la DRTM qui font l'agriculture, on a les services de l'État au niveau de la DAF, mais au-delà de ça, on sait que c'est le département qui régit la politique au niveau local. Et donc, il serait vraiment le bienvenu pour nous faire changer un peu d'avis sur la politique agricole. Il serait vraiment le bienvenu qu'il y ait un élu qui sera dédié à cette tâche-là et qui soit intéressé. Mais vraiment, c'est pas juste dire qu'on a mis un élu, on se débrouille. Mais quelqu'un vraiment qui a cette sensibilité-là. Avoir un élu qui fait du développement économique, c'est très large le développement économique. Nous, ce qu'on nous demande, c'est que l'agriculture soit vraiment pris à part parce que c'est une activité à part, mais très essentielle sur le territoire sur lequel nous vivons. Et à Mayotte, on sait que la filière, elle n'est pas encore très bien structurée. Est-ce que le bio, c'est quelque chose qui parle aux agriculteurs, notamment au sein de votre syndicat, puisque vous comptez une 50aine d'adhérents? Merci pour la question. En fait, le bio, c'est essentiel à Mayotte. Vous savez que en dehors des tomates, les légumes de façon générale, tomates, concombres et autres, il n'y a quasiment pas de pesticides sur l'agriculture Mayotte.
Nous, les jeunes agriculteurs, on a l'ambition, en tout cas c'est une ambition que je porte, de faire de Mayotte le premier département bio de France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une certaine facilité sur le fait qu'on a déjà un territoire naturellement bio. On n'a pas comme dans les Antilles le glyphosate, le truc des bananes, là, j'ai oublié le chlordécone et tous ces pesticides qui ont été utilisés sur de nombreuses années. On n'a pas du tout ça. On jouit d'un terrain sain. Aujourd'hui, il faut contrôler tous ces problèmes d'utilisation de pesticides non homologués et non autorisés en Europe. Donc, ça arrive par les Kwassa. Arriver à enlever ce côté-là, et l'essentiel, on arrivera vraiment à faire de Mayotte le premier département bio de France. Et ça, j'y crois. Et c'est très sensible, non pas que nos adhérents, parce que comme vous l'avez dit, on est une 50aine, mais à tous les Mahorais, et ça leur parle. Parce que là-dessus aussi, on a un levier qui est de rémunérer les agriculteurs qui passeraient avec le label bio. Ce n'est pas un frein à la production agricole? Absolument pas, je vous le garantis. Je vous pose la question puisque c'est le positionnement du Rassemblement national qui ne veut plus mettre d'argent dans tout ce qui dépend justement de tout ce qui est, on va dire, écologie. On va parler aussi des autres partis. Donc le nouveau Front Populaire, lui, par contre, veut développer le bio dans l'Hexagone notamment. Du côté du Rassemblement national, donc c'est ce que je disais, pour eux, l'écologie, c'est un frein à la production. Moi, je pense qu'ils ont totalement faux là-dessus. Après, je pense que quand ils disent ça, ils se basent sur ce qui se passe en Europe. Donc ici, on est à Mayotte, on n'est pas du tout sur ce volet-là. Certes, on est en train de structurer les filières petit à petit pour nourrir un peu plus. Donc forcément, à un moment donné, pour être plus performant, il va falloir... oui, vous nous disiez justement la dernière fois, on est trop nombreux. Donc oui. Est-ce que le bio peut répondre à cette demande? Vous savez, aujourd'hui, l'agriculture mahoraise, c'est beaucoup... des produits vivriers. On est en train de structurer certaines filières pour qu'il y ait un peu tout ce qu'on peut trouver en Europe, qu'on puisse le retrouver ici à Mayotte. Mais il faut quand même être logique et se dire qu'on ne peut pas tout produire à Mayotte. Mais il y a certaines productions, comme les bananes, les maniocs et certaines productions qu'on a toujours fait ici, qu'on est capable de produire en quantité. Et là-dessus, on n'a pas forcément besoin de pesticides. D'accord. Anor Soumaïla, il va vous rester avec nous puisqu'on va prendre les questions des auditeurs s'il y en a, Kamar.